t'es vraiment en grande forme Thibaut aujourd'hui. Ouais, je trouve aussi c'était vraiment une super répète. Quel dommage que José ne fasse plus partie du groupe, on aurait pu devenir de vrais rockstars. Tu m'étonnes. Oh, déjà cette heure-ci, mais les filles doivent nous attendre à la cafette. Je rêve d'un bon diamolo menthe. Et moi d'un bon jus d'orange. Salut les internets, c'est les squatteurs de ciné et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Et bienvenue à toi Thomas aussi également. Eh bien, bienvenue Thibaut. Oh, bonjour les gens. Et aujourd'hui on a décidé de squatter pour vous Song to Song, le nouveau film de Terrence Malick. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet et de vous dire ce qu'on a pensé de ce film, Thibaut va vous faire son habituelle petite présentation. Bah écoute, moi ça me fait toujours plaisir de faire cette petite présentation, donc je la lance, c'est parti. Song to Song de Terrence Malick, scénariste, producteur et réalisateur américain de 73 ans. Avant de se lancer dans le 7e art, il étudie la philosophie dans les prestigieuses universités d'Oxford et Harvard avant d'enseigner ces dernières au non moins prestigieux MIT. Diplômé de l'American Film Institute en 1969, il sort son premier long métrage, La Balade sauvage, en 1973. 5 ans plus tard, Les Moissons du ciel avec Richard Gere obtient le prix de la mise en scène à Cannes. Puis Silence radio pendant 20 ans, où 1998 voit la sortie de La Ligne rouge, film de guerre introspectif. En 2005, sur Le Nouveau Monde, qui narre l'histoire de Pocahontas avec un Colin Farrell chevelu. Les années 2010 sont prolifiques puisque Sieur Malick réalise quasiment un film par an avec The Tree of Life Palme d'Or en 2011, À la merveille en 2012, Night of Cups en 2015 et le documentaire Voyage of Time en 2016, tourné en IMAX. Côté casting, du très lourd une nouvelle fois avec le staccanoviste Michael Fassbender récemment vu dans Alien Covenant ou l'excellent X-Men Apocalypse, Ryan Gosling, le pianiste de jazz de La La Land est prochainement à l'affiche de Blade Runner 2049, Rooney Mara, révélé chez Fincher dans Millennium et dernièrement dans le sirupeux Lion, Nathalie Portman, l'inoubliable Mathilda chez Besson ou Danseuse étoile dans Black Swan, et Kate Blanchett, la diaphane Galadriel du Seigneur des Anneaux, aperçue entre autres dans La Vie aquatique de Wes Anderson. Eh bien écoute, merci Thibaut pour cette présentation une nouvelle fois de fort bonne aloi. Eh bien écoute, moi ça me fait plaisir, j'aime bien quand les gens découvrent le réalisateur et les acteurs, je suis comme ça, c'est mon côté généreux et... Généreux encore une fois Thomas, je te laisse le champ libre pour nous pitcher le film comme à ton habitude parce que tu le fais très très bien. Non. Pourquoi non? J'ai pas envie. T'as pas envie ou t'as pas compris? Si, mais pour une fois, j'ai envie que ce soit toi qui le fasses. Le mec, il a rien compris à l'histoire. Mais c'est hyper simple. Bon, alors en gros, je vais pitcher pour la première fois des squatteurs de ciné. Attention, je pitch l'histoire, je me concentre. Donc en gros, on va suivre des déambulations amoureuses, donc une sorte de triangle amoureux entre Michael Fassbender, qui interprète un producteur de musique, et deux musiciens, interprétés par Ryan Gosling et Rooney Mara. Et on va donc suivre leur déboire un petit peu amoureux, le tout filmé au grand angle et dans plein de maisons. Bon, vous l'aurez compris, on n'a pas forcément un avis hyper positif sur le film. Hein. Non. Pour ma part, c'est même un petit peu compliqué d'en parler parce que j'ai eu vraiment du mal à appréhender, je peux même pas dire ce film, cette espèce d'objet cinématographique. Déjà, t'as eu du mal à comprendre l'histoire pour commencer. Non, mais c'est vrai que de base, t'es pas super Malick addict, faut le dire. Hein. Non, moi j'avais vraiment détesté Tree of Life et j'avais d'énormes appréhensions avant d'aller voir Song to Song. Bah, moi, je trouve que c'est bien de temps en temps de pas uniquement se formaliser sur des films qu'on a envie de voir, c'est bien de se donner des petits coups de pied au cul de temps en temps. Des fois ça passe, des fois ça casse. Bon là, c'est vrai que l'expérience n'était pas hyper positive, mais bon, c'est bien quand même de l'avoir vu, je trouve. Oui, il faut sortir un petit peu de temps en temps de sa zone de confort. Et puis de toute façon, Terrence Malick, c'est vrai qu'on le dit souvent de la part de beaucoup de réalisateurs, mais c'est vrai, beaucoup chez Malick, il divise. Il y a vraiment, soit on adore, soit on déteste. Je pense que vous avez compris dans quelle catégorie je me trouve. Mais c'est vrai qu'en tout cas, il a atteint vraiment un statut de réalisateur culte. Il y a énormément de fantasmes qui ont été nourris autour de ce mec-là. C'est vrai qu'on l'a dit dans la présentation, pendant quasiment 20 ans, il est resté totalement en dehors du cinéma. Beaucoup disaient qu'il vivait en ermite, complètement reclus, qu'il était uniquement rattaché à la nature, qu'il parlait plus à personne. Alors non, le mec s'était juste un petit peu retiré, il continue à donner des cours de philo, sa première passion. Et c'est vrai qu'il a atteint un statut quasi mystique, ce mec-là, quoi. C'est vrai, il fait partie des cinéastes qui comptent aux États-Unis, qui pourtant ne manquent pas de réalisateurs importants. Ce qui est d'autant plus remarquable qu'il a signé seulement 7 films, Song to Song est seulement son 7e long métrage. Et en plus de ça, il est toujours resté dans le circuit indépendant, c'est-à-dire qu'il n'a jamais voulu rentrer signé avec des grosses majors. Je pense pas qu'il ait manqué de propositions, je pense qu'en fait il a tout simplement voulu à tout prix garder le contrôle sur ses films, et ça se comprend, parce qu'il a vraiment une manière de les faire tout à fait à part. C'est vrai que c'est hyper personnel, il a une approche très très naturaliste de son cinéma, et puis c'est vrai que les stars se bousculent au portillon, mais voilà, il continue de nourrir les fantasmes. C'est un mec qu'on n'a pas le droit de photographier sur les plateaux, il ne fait aucune promotion pour ses films, il répond à aucune interview, on trouve très très peu de photos de lui sur internet. Donc c'est vrai, et un peu toutes ces choses-là font que Malick est quelqu'un d'un petit peu insaisissable, et que du coup c'est un réalisateur vraiment avec un statut culte qu'on aime ou qu'on n'aime pas.
La première chose qu'on peut dire sur Song to Song, c'est peut-être que c'est un film qui a nécessité une gestation assez longue. Bon, on l'a dit, Malik, c'est quelqu'un qui a besoin de temps pour faire son cinéma, et même si ces dernières années, il a un petit peu accéléré le rythme des sorties de ses films, Song to Song, c'est un projet qui commençait à parler il y a déjà 6 ans, et qui a nécessité presque 2 ans de tournage. Bon, ça s'explique parce qu'il tournait en partie pendant les festivals de musique, et que du coup, ils étaient contraints par certaines dates, mais le tournage en lui-même, ceci, n'a duré que 40 jours, et c'était des journées extrêmement intenses où les comédiens avaient très peu de pauses et ils étaient filmés presque du matin au soir, y compris pendant hors plateau, et parce que Malik ne veut rater absolument aucune opportunité d'obtenir une belle image. Très bien. De toute façon, je trouve que c'est assez bien retranscrit dans le film parce qu'il y a une approche vraiment quasi documentaire dans la manière de filmer ces comédiens. On a vraiment l'impression que les comédiens improvisent les 3 quarts de leur scène. D'ailleurs, je sais pas si tu es au courant, mais le premier montage du film durait initialement 8 heures. Pourquoi ils l'ont gardé? C'est vachement trop long. Ils l'ont pas gardé, ça fait à peine plus de 2 heures au final. C'est sûr? Bah ouais. Je pense que le problème principal de ce film-là, c'est que la mise en scène ne varie pas du début jusqu'à la fin, c'est toujours la même chose. Déjà, j'ai eu l'impression de voir un Tree of Life bis, et ce film aurait pu durer 1 heure comme il aurait pu durer 6 heures, ça aurait pas plus fait avancer l'histoire et plus fait avancer le schmilblick, comme disent les jeunes. Et ça, je trouve que c'est dommage, parce que j'ai eu cette impression-là, par exemple, devant Inland Empire de David Lynch, où j'avais trouvé que ce film était hyper long, le mec avait pris sa caméra numérique, s'il filmait, ça en finissait plus, et pour moi, sur ces 4 figures-là, j'ai l'impression de voir un réalisateur qui se regarde un petit peu filmer, sauf que c'est le spectateur qui subit un petit peu ça, et on se fait un petit peu chier, quoi. Ce qui est d'autant plus curieux, c'est que le film utilise en toile de fond l'univers de la musique, alors que le rythme du film en lui-même est extrêmement plat, il n'y a pas de variation, c'est un peu contradictoire, non? Tu trouves pas? C'est vrai que ça rentre en totale contradiction avec l'essence même de la musique, donc c'est des notes qu'on met les unes à la suite des autres qui vont pas forcément ensemble pour créer des conflits et pour après terminer par la résolution de ces conflits. Et c'est ces variations-là qui créent en fait un sentiment quand on écoute de la musique et qui nous fait ressentir des choses. Mais là, quand on a un film avec quasiment un électrocardiogramme plat du début jusqu'à la fin, on ressent rien, on rentre en empathie avec personne, et encore une fois, on se fait chier. C'est d'autant plus paradoxal que ce rythme assez lent du film ne se retrouve pas du tout dans le montage, qui lui au contraire est assez syncopé, parfois un peu abrupt, avec certains moments certaines actions qui sont des personnages qui sont interrompus de manière brutale, des ellipses temporelles assez régulières, et puis parfois des successions de plans qui n'ont aucun lien les uns avec les autres. Tout ça rend le film assez compliqué à suivre visuellement. Si on ajoute à ça que les personnages n'ont pratiquement aucun dialogue les uns avec les autres et que toute la narration est assurée par des voice-overs, des comédiens qui commentent. C'est ça, voilà, c'est un petit peu leurs propres états d'âme qui nous font ressentir. C'est un peu particulier, quoi. Ouais, ça se veut pseudo-philosophico-intellectuel. Bon, moi j'accroche pas du tout, d'autant plus qu'ils sont toujours en train de susurrer, chuchoter. Je trouve ça pénible. Bref. Tout ça cumulé fait que j'ai eu énormément de mal à ressentir la moindre empathie pour les personnages et pour leur histoire, et qu'à tout moment je me suis senti extérieur au film en fait. Je crois que ça c'est vraiment en grosse partie dû à l'utilisation de certains types d'objectifs, et là notamment dans ce film, le grand angle, c'est quasiment exclusivement du grand angle tout le long de ce film là, avec cette légère contre-plongée. Et donc pour les gens qui ne savent pas ce que c'est, un grand angle à la différence d'un téléobjectif, c'est ça. Alors ça c'est du grand angle, et ça c'est du téléobjectif. Quand on utilise un type d'objectif dans un film, c'est pour raconter quelque chose en particulier. Quand on utilise le grand angle, par exemple, c'est pour laisser une plus grande liberté d'action dans le cadre à ses personnages et avoir une profondeur de champ quasiment illimitée. Au contraire du téléobjectif, on va plutôt enfermer son acteur dans le cadre. Et là, Terrence Malick, il prend complètement le contre-pied du grand angle parce qu'il va se mettre au plus près des personnages, les filmer en contre-plongée. Ça va créer autour d'eux une sorte de bulle, et c'est ça qui finalement nous sort un petit peu du film et rend le spectateur un petit peu extérieur à ça. Alors, tous ces éléments de mise en scène, finalement, on les retrouve déjà dans Tree of Life et dans les autres films qu'il a fait à la suite. Et la question que je me pose moi vraiment, c'est combien de temps ça va durer cette supercherie, combien de temps les gens vont continuer à crier au génie. Voilà, il serait temps que ça change. Ouais, c'est vrai que le père Malick, il faudrait qu'il commence à changer un petit peu sa mise en scène s'il veut continuer à intéresser du monde. Moi j'ai une théorie, je pense qu'en fait Terrence Malick c'est un mec, il a une jambe plus courte que l'autre. Pourquoi tu dis ça? T'as pas remarqué, il a un plan sur deux qui est de traviole. Le mec il est de côté, c'est sûr. Bon, on peut reprocher beaucoup de choses à la mise en scène de Terrence Malick, mais certainement pas de ne pas être dans une certaine recherche de l'esthétisme. Ouais, ça c'est sûr. Il y a beaucoup de plans dans le film, ils sont parfois très courts, mais ils sont souvent somptueux. Il y a une vraie recherche de, je sais pas, dans la composition de l'image, dans le cadrage, et puis dans la lumière aussi, tout simplement. Ouais, c'est vrai que depuis Tree of Life, il s'est offert, excusez du peu, les services du chef opérateur Emmanuel Lubezki, ce chef opérateur mexicain qui a entre autres éclairé Birdman, The Revenant, Fils de l'homme, voilà, et puis Gravity aussi. Donc voilà, c'est le top du top en chef opérateur, on peut quasiment pas faire mieux à l'heure actuelle. Donc on est toujours vraiment dans une esthétique très très belle,
Mais malheureusement, Malik, il se regarde toujours un petit peu filmé et j'ai l'impression qu'aujourd'hui, il fait uniquement des films pour sa gueule et qu'il pense de moins en moins aux spectateurs. Et c'est peut-être cette chose-là aussi qui fait que on est toujours à côté de ces films-là. C'est d'autant plus dommage que, en fait, le film ne porte absolument rien. Il n'y a pas d'histoire, il n'y a pas de propos véritable dans son film. C'est vrai qu'on reste dans une histoire d'amour très très classique où on a vu des dizaines de fois, des triangles amoureux, des gens qui s'aiment plus. Donc, tout ça sonne creux, ça sonne, c'est pas intéressant et on s'ennuie ferme, quoi. Voilà. Une des autres particularités de Terrence Malick, c'est cette incroyable facilité qu'il a à s'entourer de casting assez extraordinaire. Hein. Rien que dans Song to Song, on a quand même Ryan Gosling, Natalie Portman et Michael Fassbender, qui sont aujourd'hui des gens qui sont capables, sur leur seul nom, de monter des projets tout seuls, quoi. Donc ils sont réunis tous les trois dans un seul film, c'est assez incroyable. On a un peu l'impression que Malick, c'est le pendant américain de notre cher Claude Lelouch national. Hein. Ouais, il y a un peu ça doit faire bien, je pense, d'avoir sur son CV un film signé de Terrence Malick. Mais pour autant, on n'a pas l'impression qu'il aime ses comédiens, parce qu'il n'y a aucun d'entre eux qui est vraiment mis en valeur dans le film. Hein. Non, c'est vrai que c'est assez étrange, on a des personnages assez vides et assez froids, on les voit déambuler comme ça d'un lieu à l'autre. Dans les scènes du film, il y a des scènes qui durent la plupart du temps, elles sont assez courtes quand même, on passe d'un lieu à l'autre, des fois au bout de 30 secondes, c'est assez étrange. Le film est une espèce de grand catalogue pour, Century 21, luxe. Ouais, c'est vrai qu'on a l'impression d'avoir visité 10% de toutes les villas luxueuses du Texas. Enfin bon, bref, peut-être pour rebondir un petit peu sur une philosophie à la Malick, on peut dire que ces changements de lieu intempestifs peuvent traduire la vacuité de l'existence des personnages et leur manque d'attache. Bon, t'as l'air super convaincu. Enfin, en tout cas, ça reste toujours assez superficiel et soporifique pour le spectateur. Hein. Alors pour moi, c'est du remplissage complet, à l'image d'ailleurs de ce que font les comédiens à l'écran. C'est par moments complètement aberrant. Ils ont des comportements assez étranges, j'avoue. Ils sont capables de s'entourer la tête dans des rideaux gratuitement, de se battre, on sait pas pourquoi. De péter une bouteille par terre. Pourquoi pas, ou de mettre des coups de pied dans la poussière. Bon, en même temps, il fallait bien qu'il se passe quelque chose à l'écran pendant plus de 2 heures de film, et croyez-moi, c'est long. Et comme le dirait si bien Evelyne Delia, un film de 2 heures pour un ressenti à peu près équivalent à 4 heures de film. Ouais, 4 heures, 4 heures et demie même. J'attribue à cet étrange objet filmique un peu prétentieux et franchement ennuyeux la note de 1 villa de luxe sur 5. Certes, par moments très beau dans sa forme, Terrence Malick oublie complètement le fond et ne porte aucun propos, ne raconte aucune histoire. Alors je suis peut-être pas suffisamment intelligent pour saisir toute la portée philosophico-intellectuelle du film, mais pour moi il s'agit surtout d'une vaste supercherie, bref, passez votre chemin. Pas dénué d'intérêt, je colle 2 piscines sur 5 à ce Song to Song. Malick sombre malheureusement dans l'autocaricature malgré quelques belles fulgurances plastiques et un plan piscine. La prétention du réalisateur à vouloir nous rendre intéressantes les affres amoureuses de personnages ennuyeux mais passé complètement au-dessus. Bref, le temps de la ligne rouge est désormais bien loin. C'était donc les squatteurs de ciné, merci d'avoir regardé cette vidéo, parce que ouais, nous on aime bien remercier les gens parce qu'on est des mecs cool et polis. Et puis si vous êtes un fan de Terrence Malick et que vous avez aimé le film, plutôt que de dézinguer la vidéo, dites-nous dans les commentaires ce qui vous a fait aimer le film, et puis un petit pouce en l'air, ça fait toujours plaisir. Petit peu de dialogue, c'est toujours très important. Et aussi nous avons été gentiment invités par Valentin de Chronique du Cinéphile pour faire une vidéo sur Spider-Man Homecoming, donc on va vous mettre le lien dans la description ou peut-être en fin de cette vidéo, n'hésitez pas à aller la regarder, et puis surtout à aller faire un tour sur sa chaîne, c'est super sympa. Et nous on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo des squatteurs, et d'ici là n'oubliez pas, les films c'est mieux au cinéma, et sans popcorn c'est toujours plus sympa. Ciao.